Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 septembre et finalement pas simple cette victoire de France-Islande, pas simple ce 2-1 obtenu au terme d'un match qui aurait été riche en suspense malgré une domination des Bleus et ça va évidemment être l'objet de l'ouverture du journal du jour. Nous parlerons également du carton d'Erling Haaland et de sa sélection de manière générale pour un score historique. On évoquera la situation du Camp Nou où il va falloir être patient, la telenovela du côté de Nottingham Forest où décidément rien ne se passe normalement comme dans un club classique. Et enfin, on terminera avec une grosse interview qui est sortie de Kylian Mbappé. Et une fois n'est pas coutume dans cet exercice, j'ai trouvé l'interview hyper intéressante. Il y a des vraies choses à en retirer, il y a un angle intéressant. Bref, on parlera de tout ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Paradoxe de ce France-Islande où on a énormément dominé la rencontre mais où on a cru que la victoire allait nous échapper dans un match qui finalement n'était pas simple. Moi j'étais assez optimiste et j'ai eu peur à certains moments, je dois bien vous l'avouer, donc on va débriefer cette rencontre qui était tout sauf anodine. Voici les compositions qui étaient alignées et il y a un truc qui me fait rire, c'est que la presse va titrer sur le match de Kylian Mbappé, buteur absolument exceptionnel, et va à contrario tirer à boulet rouge sur Marcus Thuram. Mais finalement la différence de lecture entre les deux matchs elle me tue. Alors évidemment dans l'absolu Kylian Mbappé fait un meilleur match ne serait-ce que parce qu'il délivre une passe décisive très intéressante, mais en fait on va reprocher à Marcus Thuram c'est raté, sauf que Kylian Mbappé en fait quasiment autant, et ce qui va permettre de pardonner les ratés de Mbappé dans le jeu c'est le penalty qui transforme, sauf que ce penalty il est obtenu par Marcus Thuram, et moi je reste toujours sur le cul que dans le football, eh bien les tireurs de penalty ne soient pas ceux qui les provoquent, et du coup on va beaucoup parler du but de Kylian Mbappé alors qu'on devrait parler de l'action de Marcus Thuram qui provoque ce penalty. De toute façon ce match il n'est pas un paradoxe près. Par exemple je vous ai parlé de la passe décisive de Kylian Mbappé, elle vient à la base d'une superbe passe en profondeur de Tchouaméni. On peut alors dire bon match de Tchouaméni, ouais, mais il finit par se faire expulser peu de temps après. C'est pareil, Michael Olise, il sort une rencontre hyper intéressante, sauf que sur le but, c'est directement lui le coupable à cause d'une passe foireuse. Finalement, le seul Français qui a fait un match carré de A à Z, c'est Koné, du côté du milieu de terrain, qui franchement m'a impressionné. On peut dire qu'il réussit son rassemblement. Sur les statistiques de la rencontre, grosse domination de l'équipe de France en termes de possession, de grosses occasions, même en termes de buts attendus. Je vous ajoute la stat, c'est 3,15 buts attendus pour la France contre 0,66 pour les Islandais. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on prend la première place du groupe. On est la seule équipe à 6 points dans ce groupe. Donc le résultat est au moins celui attendu. 48 matchs en 45 sélections, qui dit mieux que Erling Haaland? Eh bien tout simplement personne, c'est un véritable monstre qui a pu gonfler ses compteurs hier avec un quintuplé, oui vous avez bien entendu, lors du match face à la Moldavie, un score historique 11-1. Et là aussi, vous avez bien entendu, c'est tout simplement hallucinant. Alors, c'est assez marrant parce qu'on se souvient du fameux débat, est-ce que les équipes sont meilleures dans la zone euro ou dans la zone américaine? Bon, des équipes complètement pétées dans la zone euro, on en a également. Pour aller davantage appuyer le match d'Haaland, en plus de ce quintuplé, il s'offre le luxe de délivrer 2 passes décisives, c'est juste hallucinant. Et durant cette rencontre, si on regarde les statistiques, j'ai une petite pensée pour le gardien de but qui subit 18 tirs cadrés et qui s'en prend 11 à la fin, vraiment très très dur. Mais attention, si la Moldavie est un adversaire faible, ils avaient perdu entre guillemets que 2-0 face à la Pologne, face à l'Italie, donc il ne faut pas non plus galvauder la performance de la Norvège qui peut bomber le torse après un tel match. Alors concernant Haaland, eh bien avoir autant de buts en sélection à seulement 25 ans, c'est quelque chose de tout simplement extraordinaire. On peut présumer qu'il dépassera les 100 buts à la fin de sa carrière internationale. Alors c'est d'autant plus fort que la Norvège n'est pas une sélection majeure, mais il faut également nuancer ça par le fait que la Norvège est un petit pays. Si on regarde par exemple la Nations League, il se retrouve face à des adversaires de moindre calibre, donc évidemment pour un monstre comme Haaland, c'est plus facile de marquer.
6000 spectateurs pour le Barça. Alors non, ce n'est pas une soirée privée qui va être organisée, non, c'est évidemment pas un manque de hype autour des matchs du FC Barcelone, mais c'est tout simplement la capacité maximale du stade Johan Cruyff qui accueillera le match du Barça dimanche face à Valence. T'étais censé faire ton retour dans un Camp Nou qui aurait eu des places limitées à moins de 30 000 spectateurs, mais malgré ça, le Barça n'a pas obtenu les autorisations nécessaires de la mairie. C'est quelque chose qui est une vraie mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, parce que ça veut dire des revenus de billetterie en moins, et on le sait, le Barça en est rendu à compter chaque euro avec le fair play financier de la Liga qui est extrêmement contraignant. La grosse limite dans cette situation, c'est qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive à grands pas. Alors on peut se dire que la Ligue des Champions, c'est encore plus de manque à gagner côté billetterie, mais surtout, là tu pourras pas organiser les matchs au stade Johan Cruyff. Il y a des exigences de l'UEFA, on l'a vu par exemple avec Brest qui l'année dernière a dû louer un stade pour ses matchs de Champions League, donc il faut que ça avance rapidement du côté du FC Barcelone. Ça commence à devenir une vraie galère cette rénovation du Camp Nou. Ce sera une excellente nouvelle une fois que tout sera achevé. C'était un projet qui était nécessaire pour que le club continue à se développer, mais en attendant, vivement le retour à la maison. Décidément, on ne s'ennuie pas du côté de Nottingham Forest, ils ont limogé Nuno Espirito Santos. Beaucoup se disent que c'est parce qu'il vient d'admettre publiquement ses désaccords avec le propriétaire du club, parce qu'en termes de résultats, c'était plutôt ok. Il a eu une belle 7ème position en Première Ligue l'année dernière. Cette saison, il débute la saison à une 10ème place, et même le club, dans son communiqué officiel, a reconnu qu'il avait été un acteur majeur d'une période intéressante pour Nottingham Forest. Donc on peut se dire que c'est avant tout une question personnelle qui l'amène à être limogé. Pour le remplacer, c'est l'ancien entraîneur de Tottenham, à savoir Postecoglou, qui prendra sa place. Il avait fait des débuts canons chez les Spurs. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué en Première Ligue, notamment à cause d'une avalanche de blessés. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le mercato de Forest, je le rappelle, parce qu'il a été particulièrement ambitieux, 237 millions de dépenses, une balance à moins 112 millions d'euros, parce qu'ils ont quand même vendu des gros joueurs comme Elanga, de belles arrivées qu'on connaît bien en Ligue 1 avec Bakwa, Kalimundo, et des joueurs de la Galaxy Textor qui arrivent par palette entière, parce que tu as quand même 4 joueurs de Botafogo. Je souhaite bonne chance à Postecoglou pour réussir dans ce contexte qui est très compliqué, entre un mercato qui fait que ça bouge beaucoup et que tu peux te poser quelques questions, et un propriétaire qui semble relativement susceptible. C'est un vrai terrain miné. C'est assez rare d'entendre parler de Kylian Mbappé l'homme et pas Kylian Mbappé le joueur, et pourtant c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense, d'autant plus vu toute l'animosité qu'attire Kylian Mbappé, l'admiration qu'attire aussi Kylian Mbappé auprès de certains, et ça tombe bien parce que c'est l'objet d'une grosse interview du joueur dans le journal L'Équipe, et franchement c'est tout simplement passionnant. Alors la première chose qui a été assez notable pour moi, c'est d'entendre le joueur parler de son entourage. On sait que c'est toujours un sujet dans le monde du football, que c'est extrêmement compliqué, et Kylian Mbappé évidemment va dire qu'il faut être attentif, même s'il ne faut pas être parano, parce que le journaliste l'invite bien à dire que oui, il y a des gens qui se rapprochent de lui par intérêt. Par contre, il y a une question que je trouve lunaire sur le fait que beaucoup de footballeurs se marient tôt, que ça n'a pas été le cas de Kylian Mbappé, et on l'interroge sur ça comme si c'était un choix de transfert de club, un choix de position footballistique. Alors je trouve ça intéressant d'interroger l'homme, mais peut-être un petit peu déplacé de demander pourquoi t'es pas marié à ton âge. En tout cas, Kylian Mbappé dit qu'il priorise sa carrière, et là-dessus j'ai pas trop de commentaires à faire, bien évidemment. Ensuite, on parle de santé mentale dans l'interview. Le journaliste fait notamment la comparaison avec Pogacar, qui s'est dit lassé et usé après son énième Tour de France remporté, et Kylian Mbappé rebondit là-dessus en disant qu'il peut connaître la même situation après des compétitions internationales, par exemple une Coupe du Monde où tu restes enfermé pendant 60 jours et où tu peux pas penser à autre chose. Bon, en réalité c'était plus 55 jours en 2018, c'était plus 40-45 jours en 2022, mais je chipote. L'idée est là, c'est qu'effectivement c'est usant, mais dans le même temps Mbappé va rappeler qu'ils peuvent pas trop se plaindre de leurs conditions de travail parce que les gens ne le comprennent pas, parce qu'ils disent qu'ils sont suffisamment payés pour encaisser ça. C'est une position qu'on sent résignée de la part de Kylian Mbappé, mais c'est là aussi plutôt intéressant de l'entendre parler là-dessus.
Il y a un sujet qui clôture l'interview, qui est un sujet polémique, c'est comment il a accueilli la victoire du Paris Saint-Germain. Bah, je trouve Kylian Mbappé assez classe sur ce coup, il va pas nier le fait qu'il est parti en conflit avec le club, mais il dit que sa pensée va à ses potes qui ont remporté la Ligue des Champions, et justement quand il est interrogé sur le Ballon d'Or, il dit qu'évidemment lui il n'est pas candidat au Ballon d'Or cette année, et qu'il n'arrive pas à départager ses deux potes, à savoir Hakimi et Dembélé qui sont deux candidats sérieux. Donc franchement je trouve que c'est une belle interview et que ça permet d'humaniser un petit peu Mbappé, ce qui est vraiment cool. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je vous ferai un petit bilan du rassemblement de l'équipe de France parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de points à ressortir et autant j'étais assez frileux sur les observations qu'on allait pouvoir faire de ces matchs, autant j'ai été agréablement surpris. Je dois vous l'avouer, ce rassemblement de l'équipe de France, ça n'a pas été forcément la purge à laquelle je m'attendais. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de points qui sont observables, qui méritent qu'on s'y attarde, et de manière générale, c'était pas des matchs désagréables. J'ai tendance à être parfois un petit peu bougon, râleur sur l'équipe de France, je le reconnais volontiers. Là, mon conseil sera à contrario plutôt positif, donc autant vous le partager. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, comme d'habitude, qui fait bien votre journée. Salut.